Et j'ai un peu changé ce que j'avais prévu initialement par rapport aux réactions des doctorants. Donc je me suis rendu compte qu'il fallait que j'introduise et que je parle de certaines choses avant. Donc l'exposé s'intitule « Indicateurs scientométriques et catégorisation des revues ». Donc c'est un travail qui a été fait en collaboration avec le professeur Beloushrani et M. Hariq Hakim de la Direction générale de la recherche. Il y a beaucoup de slides qui lui appartiennent dans cet exposé. Donc je vais d'abord commencer par la division des sciences, comment elle est perçue et comment elle est utilisée dans le monde. Et c'est une division aussi qui est utilisée, même si elle n'apparaît pas, par les bases de données telles que Thomson Reuters, donc pour la All Databases sous le Web of Science, ou par Scopus. Donc c'est des slides que j'avais déjà présentés auparavant. Donc c'est la classification des branches scientifiques selon les différentes strates. Donc vous avez deux grandes thématiques. Vous avez les grands domaines, les domaines et les micro-domaines. Alors cette division scientifique, elle est déjà ZRSC, c'est la division scientifique utilisée à leur niveau. Vous avez aussi l'Europe, le CNRS français. D'ailleurs, c'est les termes du CNRS que j'ai repris essentiellement. La NSF aux États-Unis, c'est le fondateur principal des budgets de recherche. L'OST canadien et en même temps l'OST français. Donc vous avez l'Office des sciences et technologies, l'Observatoire des sciences et technologies. Et donc je vais dire ce que c'est que les deux grandes thématiques. Donc vous avez les sciences et techniques et les sciences sociales, humaines et arts. Donc ce sont les deux grandes thématiques. Ensuite vous avez les 9 grands domaines. En fait il y en a 8. Le 9e c'est multidisciplinaire. Sciences de la nature et de la vie, sciences de la terre et de l'univers, sciences de la physique, chimie, sciences mathématiques et leur interaction, sciences pour l'ingénieur, sciences sociales, sciences humaines et arts. Alors vous avez les grands domaines. En fait, ici on a présenté 19, mais on peut les agrandir à 22. On a pris 19 parce que ce sont les divisions scientifiques où apparaissent les domaines investis par l'Algérie. Donc je ne vais pas les lire. Et vous avez les 251 microdomaines du Web of Science. Web of Science découpe les sciences en 251 microdomaines. Voilà, donc ça c'est pour la classification des branches scientifiques. Alors maintenant, je vais vous montrer un certain nombre de slides. Celui-là, je l'ai déjà présenté plusieurs fois. Les autres sont nouveaux. C'est le nombre donc, de publications par million d'habitants dans le monde arabe en 2002 et en 2008. Donc quand la couleur foncée, c'est en 2002, et quand vous allez au bout, c'est en 2008. Donc vous avez le nombre de publications normalisées par million d'habitants. Et là, vous voyez qu'on est très loin. D'accord? La Tunisie est là, et l'Algérie est là. Hein, donc vous voyez que... Et ça, c'était 2002-2008. Vous allez me dire, c'était 2002-2008. Vous aurez raison. Hein, on va voir plus tard pour les autres dates. C'est-à-dire, pour faire ce rapport, alors celui qui a fait le rapport, c'est l'UNESCO, donc vous le voyez, c'est en bas ici, je ne sais pas si vous le voyez, d'accord, c'est l'UNESCO. Et celui qui a fait le travail pour l'UNESCO, c'est l'Observatoire des sciences et technologies canadien. Et celui qui a commandé le travail, c'est la Banque mondiale. Et la Banque mondiale et le World Development Indicators. Parce que la Banque mondiale, pour les pays, quand elle veut donner des financements, elle regarde des rapports. Donc c'est pour ça que pour le politique, il est important d'avoir certaines informations. Où ils vont chercher les productions scientifiques,
ils ne viendront pas les chercher dans nos revues. Il y a une base internationale et c'est le Web of Science. Ce n'est pas Scopus, c'est le Web of Science. D'accord? Donc, quand vous faites une production scientifique, il faudrait qu'une partie de votre production, c'est essayer de la placer dans le Web of Science. Vous placez ailleurs, mais essayez aussi pour rendre visible un peu votre université ou votre institution. Alors, dans le rapport de l'UNESCO, le rapport scientifique de l'UNESCO, pour la perspective ou la projection sur 2030. D'accord? Pour faire ce rapport, où est-ce qu'ils ont été puisés l'information? D'accord? Quelle vision on a pour 2030? Alors j'ai pris juste la fin, c'est-à-dire la fin de la page, pour voir où est-ce qu'ils prennent l'information. Là, ce n'est plus 2008. D'accord? Ben, toujours dans Thomson Reuters, Web of Science. Ils ne prennent pas tout. Dans la base dont j'ai parlé hier, Science Citation Index Expanded. D'accord? Le rapport global de recherche pour l'Afrique. C'est un rapport qui a été fait en 2010. WESC Data Sources, Thomson Reuters, Web of Science. Le rapport pour la production africaine. Ils ont donné ici le classement des pays en Afrique par rapport à certains domaines, donc les domaines principaux. Donc vous avez ici le domaine, field, et ils ont donné les 5 premiers. Donc l'Algérie est en violet. Donc pour les sciences, pour l'agriculture, nous n'apparaissons pas dans les 5 premiers. Pour la biologie et la biochimie, nous n'apparaissons pas aussi. Pour la chimie, nous sommes 3e avec la moitié de la production de l'Afrique du Sud et presque le quart de l'Égypte. Pour la médecine, nous n'apparaissons pas. Informatique, nous sommes 3e avec moins de la moitié que l'Afrique du Sud. D'accord? Pour l'économie, nous n'apparaissons pas. Pour l'engineering, nous sommes 3e, mais le tiers de la production par rapport à l'Égypte, qui est en premier, et la moitié par rapport à l'Afrique du Sud. Pour l'environnement et l'écologie, nous n'apparaissons pas. Les géosciences, nous sommes 4e, mais avec une production plus de 10 fois avec l'Afrique du Sud. L'immunologie, nous n'apparaissons pas. Les sciences Material Sciences, sciences des matériaux, nous sommes 3e. La Tunisie qui nous devance, et c'est là, dans ce domaine, nous excellons. Hein, c'est l'un des meilleurs domaines de production algérien. D'accord? Et là, nous sommes presque le tiers de la production de l'Égypte. En mathématiques, nous sommes 4e, mais l'Afrique du Sud a presque... nous sommes 5e. Alors, vous voyez qui nous dépasse? L'Égypte, la Tunisie, le Maroc et l'Afrique du Sud. D'accord? Et donc, microbiologie, donc ailleurs, nous n'apparaissons pas, sauf en physique aussi, où nous avons la moitié de l'Égypte, la moitié de la production par rapport à l'Égypte. Et l'astronomie, nous sommes 5e. Mais nous sommes 5e avec le 20e de la production de l'Afrique du Sud. D'accord? Donc ça vous donne une idée. Et la source, vous le voyez ici, c'est toujours Web of Science. Ça, c'est le rapport officiel de la production scientifique africaine. Alors, comment nous collaborons en Afrique? Vous voyez que les collaborations en Afrique, pour l'Algérie, elles se limitent à ces 4 pays. En fait, tous les pays de ce groupe, c'est-à-dire pour la plupart les pays maghrébins plus l'Égypte, ne collaborent qu'entre eux, et encore, il n'y a pas de flèche entre l'Algérie et la Libye. Il n'y a que l'Égypte qui collabore avec l'Afrique du Sud. En fait, vous remarquerez qu'il y a des groupes qui se constituent et qui ne collaborent pas entre eux. Toujours la source Web of Science, comme c'est indiqué ici en bas.
Parce que quelqu'un peut me dire, non, moi je travaille avec des gens au Kenya. Je lui dis, d'accord, dans quelle base de données? Les pays qui produisent le plus, hein, qui collaborent avec les pays étrangers, les 6 pays d'Afrique, ben, l'Algérie collabore essentiellement avec 42% de sa production avec la France. C'est presque le cas de la Tunisie, mais avec beaucoup moins de dépendance. Et par contre, l'Égypte, le Kenya et le Nigeria, l'essentiel de leur collaboration est avec les USA et l'Angleterre. D'accord? Et les autres pays, c'est équilibré. Vous avez aussi l'Afrique du Sud. Voilà. Toujours, c'est le Web of Science. Donc ça, c'est pour vous faire un peu passer le message que les rapports officiels que vous retrouvez dans le monde, leur source, c'est le Web of Science. D'accord. Maintenant, il y a des rapports spécifiques qui sont liés aux sciences humaines et sociales. Mais il faut comprendre pourquoi. Donc voici un rapport, donc c'est le World Social Science Report. Donc, il a été réalisé par 3 structures, l'UNESCO, Institute of Development Studies et l'International Social Science Council. En fait, j'ai coupé ici parce que c'est tout ce que je pouvais faire. Je ne voulais pas prendre toute la page, sinon il m'aurait fallu prendre plus de slides. Et vous remarquerez qu'ils ont tenu compte de la production de Scopus dans la première colonne et la production du Web of Science dans la deuxième colonne. Et ce qui est regrettable, c'est que quand vous regardez, c'est entre 2008 et 2013, c'est un rapport qui est sorti en 2015, donc il est récent, tous ces pays représentent 0% de la production mondiale. En fait, ils ont rajouté Scopus parce que quand vous allez plus bas dans le tableau, il y a plein de zéros dans le Web of Science, ils ne peuvent pas les comparer. D'accord? Donc il faut faire très attention. Quand on produit, il faut travailler et faire des travaux de qualité. Quand on fait un travail de qualité, c'est les revues qui voudront le publier. Voilà, donc essentiellement, c'était ça le message. Hier, je vous ai montré que pour l'Algérie, parler de Scopus ou Web of Science, c'est presque la même chose en termes de quantité de production. C'est-à-dire la production, elle est très faible, mais elle est de bonne qualité. Alors, ça, c'est un rapport des domaines scientifiques, donc les spécialités. En fait, c'est les 19 domaines dont j'ai parlé un peu en gros, hein, mais ils n'ont pas tous été reproduits. Et c'est entre 2008 et 2014. Je vous ai dit qu'en général, on tient compte des 5 dernières années. Et il faut attendre le temps de traitement. C'est-à-dire pour que les observatoires des sciences et technologies traitent, il faut attendre 1 an pour le traitement. Après, il faut attendre 1 an pour la rédaction des rapports et leur publication. Alors, ici, vous avez les pays. Donc, en rouge, c'est les États-Unis. En vert, c'est la Grande-Bretagne. En jaune, c'est l'Allemagne. En bleu, c'est le Japon. En violet, c'est la France. Et en orange, c'est le Canada. Alors, quand on veut faire de la collaboration, il faut voir quels sont les pays où la production est au top mondial. Alors, si je prends les mathématiques, ben, c'est la France, vous voyez. C'est elle qui a la meilleure qualité de production dans le monde, en termes de quantité. Bien sûr, c'est normalisé, les données sont normalisées. OK? C'est aussi le cas en physique. Mais ce n'est certainement pas le cas dans les sciences sociales. D'accord? Il y a de la qualité, mais le top mondial n'est pas là. Hein? Vous voyez que c'est la Grande-Bretagne, c'est le Canada, ensuite les USA. Donc, ce sont des rapports qui sont produits par l'UNESCO pour aider les pays à choisir leur politique d'investissement scientifique. Ensuite, il y a un deuxième diagramme circulaire. C'est un diagramme de statistiques descriptives, ce que vous voyez ici. C'est les pays émergents. Donc, en rouge, c'est la Turquie. En vert, c'est la Malaisie.
En jaune, c'est le Mexique. Je l'ai dit parce que je sais que ceux qui sont en premier rang n'arrivent pas à voir. Non, en violet, c'est l'Afrique du Sud. En marron, c'est le Brésil essentiellement, l'Amérique latine. Et en bleu, c'est tout le monde arabe. D'accord? En maths, ils se débrouillent bien, le monde arabe, ensemble, réunis et en physique. Mais ils ne peuvent pas les mettre par pays, parce qu'ils ne seront plus visibles dans le diagramme. D'accord? Il a fallu les regrouper pour les rendre visibles. Et vous voyez que dans les sciences sociales, c'est l'Afrique du Sud. Voici un pays avec lequel on devrait collaborer. Et vous voyez que selon la Malaisie, donc vous voyez qu'il y a des domaines où la Malaisie excelle, hein, comme l'informatique et l'ingénierie, et il y a des domaines où c'est la Turquie qui excelle, par exemple pour les sciences médicales, hein, et pour aussi les mathématiques. Parce qu'en en fait, c'est la Turquie la première, parce que là, c'est le monde arabe, c'est pas un pays. D'accord? Et la Turquie, donc il y a des pays qui sont des pays où on a de très bonnes relations, où on peut faire de la très bonne collaboration. Donc ici, ils ont regroupé les pays émergents. Alors, qu'est-ce que c'est que ce slide? On a parlé hier de H-index, et j'ai dit que le H-index, c'est le nombre de publications. H est égal à un certain nombre n. Si j'ai n publications supérieures ou égales, leur citation est supérieure ou égale à n. D'accord? Et on essaie de prendre le plus grand n possible. Alors ça, c'est le top H-index au monde en utilisant la base de Google Scholar, parce qu'elle n'est pas accessible sur le Web of Science, il faut le faire un par un. Et vous voyez que le plus haut H-index, il est en sciences sociales. D'accord? Alors, c'est des chiffres ahurissants, 269, et regardez le nombre de citations cumulées, presque 500 000, un demi-million. Pour l'anecdote, il y avait un collègue au ministère, il m'a dit, une personne qui est très bien citée en Algérie, elle m'a dit, les publications, les citations, ne citais même pas 1 million de fois. D'accord? Ça n'existe pas le 1 million. En fait, il y en a un qui a 1 million et quelques, il est beaucoup plus bas dans le tableau, mais il n'est pas parmi les 10 premiers dans le H-index. Mais attention, ça c'est des chiffres ahurissants. Mathématiques, par exemple, vous ne trouverez personne au-dessus de 100. La seule personne que vous trouverez en mathématiques au-dessus de 100, c'est en fait un physicien mathématicien, et c'est Witten. Il a un H-index de 187 et c'est un médaille Fields. D'accord? Mais en fait, il fait des mathématiques physiques, la physique mathématique. Parce que les physiciens sont essentiellement les plus cités. Alors, la plupart des personnes que vous voyez ici, quelques rares chimistes et physiciens, sur les 500 premiers, peut-être 480 sont des médecins, sont des chercheurs en médecine. D'accord? Donc, il ne faut pas comparer les personnes avec le H-index. Je vous ai parlé hier de Nash, qui a un prix Nobel et un prix Abel. Le prix Abel, c'est l'équivalent du prix Nobel maintenant. C'est pour un peu réparer une injustice historique. Et on peut l'avoir même quand on a plus de 40 ans, contrairement à la médaille Fields. Et pour l'anecdote, j'ai mis Einstein, il est à la position 1021, avec un H-index de 110. C'est-à-dire les 5000 personnes que vous risquez de trouver dans cette liste sont des sommités. D'accord? Donc, le H-index peut ne pas identifier des chercheurs de très très haut niveau. D'accord? C'est pour ça qu'il y a plusieurs indicateurs. Il y a le G-index, le E-index, le HG-index, etc. Ce n'est pas pour les développer, mais chaque indicateur a ses... Moi, j'aime pas dire inconvénients et ses avantages et ses inconvénients. Donne une information que ne donne pas l'autre. C'est comme ça qu'il faut percevoir les choses. Il ne faut pas critiquer les indicateurs, il faut critiquer les utilisateurs des indicateurs. Alors ça, c'était pour l'anecdote. Donc les personnes les plus citées algériennes,
Alors, il y en a deux qui ont les plus grands taux de citation. Ils sont dans le highest cited researchers, pas papers. Et pour le papers, donc les deux, j'en ai parlé, donc c'est Samraoui et Ben Shohra. Et pour les papers, alors quand je dis papers, c'est pas le cas des deux premiers, c'est souvent ce type de citation, vous avez plusieurs auteurs internationaux. Alors, à ma connaissance, l'article 100% auteur algérien, le plus cité, c'est l'article de Abd Meraim Karim et Adel Beloushrani en traitement du signal. C'est le 5e cité dans le monde du traitement du signal au monde. Et il a plus de 1000 citations dans le Web of Science. Alors, d'autres indicateurs. Alors, vous avez le Highly Cited Papers et les Hot Papers. Hot Papers, c'est un indicateur très récent, il a moins de 2 ans. Alors, High Cited Papers, les Algériens, on en a 110. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, sur les 10 dernières années, voilà, 10 years of publication, most recent 10 years of publication. On regarde dans chacun des domaines, c'est pour ça que j'ai commencé par les domaines, grands domaines, etc. Ici, on regarde les domaines, il y en a 22 dans le Web of Science. Et on regarde le top 1% des citations. C'est-à-dire, quand on va prendre toutes les citations, on les ordonne, on regarde dans les 1%, ceux qui sont cités, dans le premier 1%. D'accord? On en a 110 sur les 45 000 ou 46 000. Essentiellement, c'est l'université de Sidi Bel Abbès en génie civil. Et parmi ces 110, il y en a 8 qui sont des hot papers. Alors, hot papers, c'est les citations qui suivent les 2 mois de la publication. D'accord? C'est-à-dire, c'est quand quelque chose sort, elle est tout de suite exploitée et citée. En général, ça arrive en ingénierie ou en médecine. Et c'est 0,1% des papiers en termes de citation. Et c'est toujours l'équipe de Sidi Bel Abbès en génie civil. Voilà, c'est pour juste savoir que ça existe. Hein, et ce sont des indicateurs aussi dont les laboratoires et les institutions de recherche tiennent compte. Qu'est-ce que c'est que le Web of Science? Donc maintenant, on va essayer de développer un peu plus cette base et de la comprendre et qui l'utilise et où elle intervient. Alors, c'est une indexation totale de revues écrites dans 42 langues différentes, donc je l'ai dit hier, et l'arabe est une des 42 langues. Donc ce n'est pas un frein linguistique. Vous avez 9251 revues en sciences et techniques, donc c'est les 2 grandes thématiques dont j'ai parlé au début. Et vous avez 5133 revues en sciences sociales, humaines et arts. Ils sont regroupés sciences sociales et Art and Humanities. Et donc c'est la première base de données qui était la source de l'impact factor. D'accord? Et quand on calcule l'impact factor d'une revue, il nous faut un passif de 3 ans de publication. Donc vous ne pouvez pas soumissionner pour qu'on intègre votre revue dans le Web of Science. Donc chaque année, il y a un certain nombre de revues qui postulent pour obtenir l'accès au Web of Science. En général, il y a un taux d'acceptation de 10%. Et si vous êtes rejeté, vous devez attendre 3 ans encore, parce que c'est avec le passif des 3 ans qu'on calculera l'impact factor. Le premier impact factor sur les 2 ans. Et quand vous aurez 5 ans de passif, on calculera l'impact factor sur les 5 ans. Et l'organisme qui fait ça, c'est le JCR, Journal Citation Report. Il fait son rapport une fois par an au mois de juillet de chaque année. Le Web of Science est constitué de 5 grandes bases de données. En fait, il y en a 7, mais c'est celles-là qui sont liées aux publications et aux articles. Les 2 autres, donc c'est les bases des molécules chimiques, etc.
Alors, vous avez Science Citation Index Expanded. Ça, c'est les 9251 revues. Social Science Citation Index, c'est 3000 et quelques revues. Et ici, c'est 2000 et quelques revues. Et j'avais dit hier qu'on calcule l'impact factor pour cette base, mais pas pour celle-là, parce que les citations en art, on ne sait pas les évaluer. Un film ou un documentaire, etc. On n'arrive pas à évaluer la citation. D'accord? Et vous avez les proceedings de cette première base et les proceedings de ces deux bases réunies ensemble, en fait, de ce paquet-là. On ne calcule pas d'impact factor pour les conférences proceedings. Quelles sont les institutions d'évaluation qui utilisent la base de Web of Science? Et quels sont les classements internationaux qui se basent sur le Web of Science seulement? Alors, vous avez les rapports scientifiques de l'UNESCO, la NSF, l'Office des sciences et technologies et le Higher Education Funding. C'est pour ça que j'ai dit Office, parce qu'il y a l'Observatoire et l'Office. L'Office, il est anglais, c'est la Grande-Bretagne. L'Observatoire, c'est canadien et français. Vous avez la Direction de recherche européenne, le Canada, les trois grands organismes, parce que le Canada, vous avez le Québec et vous avez la partie anglophone, donc il y a 3 organismes de recherche. Vous avez le ministère de Recherche, le CNRS, c'est l'Observatoire des sciences et technologies pour la France. Vous avez le Max Planck et la DKFZ, mais le MDC pour l'Allemagne. Et vous avez, pour l'Afrique du Sud, le Human Science Research Council. Et la République de Chine pour l'Académie chinoise des sciences. Parce qu'il y a plusieurs organismes qui, eux, ne peuvent ne pas utiliser aussi le Web of Science. Et le Maroc et la Tunisie. Les classements internationaux, Shanghai, je dirais un rêve pour encore 20 ans. Au moins. Le THES, Times Higher Education Supplement, en fait, il y en a deux. Il y a le THE qui utilise Scopus et le THES qui utilise le Web of Science. Et vous avez le classement de Linden. 2 autres classements importants. Le Shimago, c'est celui qui utilise la base de Scopus. Et vous avez le Webometrics. Le Webometrics travaille sur 4 types de documents. Les liens sur votre université, le nombre de liens, le nombre de pages que vous avez sur le site de votre établissement, le nombre de documents et Google Scholar, les Google Scholar identifiés avec des adresses institutionnelles. C'est-à-dire, si vous pouvez trouver des Google Scholar de chercheurs, mais ce n'est pas lui qui les a validés. C'est-à-dire, c'est Google Scholar qui a trouvé les documents, il a créé la page pour vous, mais que vous n'avez pas validé. Alors, si vous la créez et que vous la validez, ça ne suffit pas. Il faut la valider avec une adresse institutionnelle pour qu'il en soit tenu compte. D'accord? Donc, il ne faut pas mettre un Gmail ou un Yahoo, il faut mettre un .dz. D'accord? Et c'est comme ça qu'ils identifient les pages Google institutionnelles. Sinon, pour lui, vous êtes qui? Vous pouvez avoir des emails commerciaux, mais l'email scientifique doit être identifié avec votre établissement. Alors, c'est quoi cette page? Alors, j'ai recensé presque tous les pays qui ont des revues indexées dans le Web of Science. Pratiquement, ils sont tous là. Alors là, il va falloir faire une petite pause. D'accord? Donc, je les ai mis par ordre alphabétique. Les revues en sciences et technologies, les revues en Art and Humanities, sciences humaines et arts, les revues en sciences sociales. Donc, violet, vert et bleu. Et ça, c'est le total, en marron.
Alors, j'aimerais attirer votre attention sur certains chiffres. Alors, si on regarde quelle est la production la plus importante au monde, vous allez me dire c'est les États-Unis, avec presque 5000 revues. D'accord? Et en deuxième position, vous allez me dire c'est l'Angleterre, avec 3000 revues. Donc, si je fais un rapport par la population de l'Angleterre, même les États-Unis sont très loin derrière. Ce qui vous explique, par exemple, pourquoi l'Angleterre se permet de sortir de l'Europe. Même les pays européens les plus puissants, où est le G de Germany? Regardez, juste 851. Si je regarde la France, 268. Si vous regroupez toute l'Europe, puis vous avez les Pays-Bas, et les Pays-Bas atteignent ce chiffre parce que c'est eux qui abritent Elsevier. Sinon, ils seraient derrière. D'accord? Vous voyez, même si vous sommez ces deux-là, plus les Pays-Bas et tous les pays d'Europe, vous n'atteindront pas l'Angleterre. Ça vous permet de comprendre où est la puissance scientifique mondiale. Alors maintenant, on va voir des pays comme, je ne sais pas, le Brésil, 143, la Belgique, 53, l'Australie, 199, donc presque 200, la Hongrie, 43, l'Éthiopie, 3, l'Estonie, 11, l'Égypte, 5, Costa Rica, 1, je vais arriver, Pakistan, 12, Nigeria, 4, le Népal, 1, Malte, 1, Malawi, 1, la Macédoine, 2, le Kenya, 1, le Koweït, 1, c'est juillet 2017, hein, donc... l'Iran, 43. La Turquie, où est-ce qu'elle est, la Turquie? 67. D'accord? L'Afrique du Sud, 70. L'Algérie, 0. La Tunisie, 0. Le Maroc, 0. Donc, vous ne pouvez pas faire de la science comme ça. Même l'Arabie Saoudite, elle était il y a 2 ans à 5, elle est à 12 maintenant en sciences et technologies. D'accord? Donc, ce slide, il faut bien vous le garder en mémoire. Il ne s'agit pas de faire des revues, mais il s'agit de les indexer dans cette base. Catégorisation des revues scientifiques. Alors, la catégorie exceptionnelle, c'est les revues Nature et Science. Pourquoi elle est exceptionnelle? Je vous ai dit hier, donc c'est ça dont j'arrivais pas à me rappeler. Pour prétendre au classement de Shanghai, il vous faut soit des médailles Fields ou des prix Nobel dans votre université, ou des prix Nobel et des médailles Fields qui ont étudié dans votre université ou avoir des high-cited dans votre université. High-cited researcher, pas high-cited papers. Ou avoir des chercheurs qui ont publié dans Nature ou Science. C'est-à-dire, si vous avez un chercheur dans votre université qui a publié dans Nature et Science, alors votre université peut postuler pour le classement de Shanghai. C'est un minimum. Catégorie A+, c'est en même temps la catégorie A, c'est le Web of Science. Et si vous prenez les 10% par microdomaine ayant les impact facteurs les plus élevés, c'est la catégorie A+, qui a été enregistrée au ministère. Donc vous la trouverez sur le site de la Direction générale de la recherche. Donc le Web of Science, c'est la catégorie A. C'est la catégorie minimale qui permet la visibilité des institutions. Avoir une renommée établie. D'accord? Si vous voulez être visible, dans les rapports de l'UNESCO, c'est ici qu'il faut publier. C'est le minimum. Pas dans le A+, mais dans le A. Catégorie B,
Donc, pour la Direction générale de la recherche, donc ce sont les revues scientifiques non payantes ayant au moins 5 ans d'existence, provenant de bases sélectives, pas de bases regroupantes comme MathSciNet, c'est une base regroupante où elle regroupe tout, mais des bases sélectives. La sélection se fait par les comités scientifiques des bases elles-mêmes. Alors vous avez Scopus, donc, qui regroupe plus de 24 000 revues maintenant, je pense. Hein. Vous avez le All Databases. Alors le All Databases, c'est Thomson Reuters. Alors All Databases, c'est toutes les bases de Thomson Reuters. Donc vous avez Medline, Inspect, Biosys, Web of Science, entre autres. Et c'est la base, la plus grande base sélective, plus importante que Scopus. Elle contient plus de 34 800 revues. En fait, vous avez 20 411 plus celle de Web of Science. D'accord? Vous avez la liste de l'AERS, c'est l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Ça ne s'appelle plus AERS maintenant. Depuis 2 ans, ils ont changé d'appellation pour l'Agence d'évaluation. Vous avez l'ERI, c'est la liste actualisée européenne pour les sciences humaines. Vous avez aussi la catégorisation actualisée des revues d'économie de gestion pour le CNRS, qui contient plus de 800 revues. Et l'ABDC Journal Quality, ça je crois que c'est australien. Hein, c'est ça. C'est ça, c'est la base australienne. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la catégorie B. C'est-à-dire le document où, pour les publications, on vous parle de catégorie. Le A, c'est Web of Science. B, c'est celle-là. Et il y a aussi une base en arabe, hein, que j'ai oublié de mettre ici. Vous avez aussi la catégorie C. La catégorie C, ce sont toutes les revues algériennes qui ont un ISSN, un comité de lecture, un abstract accessible sur le net avec une régularité de publication bien établie. D'accord? Alors, je pense que maintenant, la catégorie C a évolué depuis. Et la catégorie D, ce sont les productions sous la responsabilité de l'auteur, sans comité de lecture. Et la catégorie E, ce sont les revues ou les ouvrages de vulgarisation, comme pour la science, la recherche, ou les revues produites par les musées scientifiques. Il y a des centaines de revues dans ce cadre-là. Elles sont répertoriées. C'est pas parce qu'on veut ouvrir une revue comme ça qu'on le fera. Et je souhaite aussi faire un tout petit commentaire sur l'open access. Alors l'open access, c'est une nouvelle politique de publication, c'est-à-dire que l'article est open, d'accord? Il y a beaucoup de polémiques sur l'open access. L'open access, ce qui paye, c'est pour accéder à l'article, pas à la revue. Vous avez des revues qui sont hybrides, c'est-à-dire certains articles ne sont pas en open access, les autres articles sont payants, il faut avoir l'abonnement. Ou vous avez des revues qui sont complètement open access, et l'open access peut être payant, peut être gratuit. Et l'open access est une nouvelle politique qui a été adoptée pour accélérer la visibilité, augmenter les citations. Donc, au lieu que ce soit l'abonnement qui le paye, c'est le chercheur qui le paye à travers son institution. D'ailleurs, il y a beaucoup de revues qui vous disent « Donnez-moi quelle est l'institution qui paye et ce n'est pas vous. » D'accord? Vous ne payez pas pour l'acceptation, mais vous payez pour ne pas l'avoir par un abonnement, mais directement. Ça devrait faire une présentation à part. Donc, juste pour vous dire que ça existe, ce n'est pas des revues payantes nécessairement, du moins en fait non, mais il peut y avoir un amalgame encore dans les esprits des gens. Voilà. Je pense avoir dit l'essentiel. Je n'ai pas voulu trop m'étaler. Et il faut aussi avoir du temps pour parler d'autres choses. Et je vous remercie.